TF1 20h, Dominique Baudis. Valéry Giscard d'Estaing et Léonid Brejnev à Varsovie, détente et relations Est-Ouest au centre des conversations. À la veille du référendum au Québec, les derniers affrontements entre les partisans et les adversaires de l'autonomie. Ouganda, le calme a succédé au règlement de compte. Une semaine après le coup d'État, un reportage de notre envoyé spécial Jean-Loup Demigneux. Grand Prix de Monaco, Pironi laisse la victoire à Carlos Reutemann. Il a été contraint à l'abandon à 20 tours de l'arrivée. Bonsoir. Ce soir peut-être, demain en tout cas, Valéry Giscard d'Estaing et Léonid Brejnev vont avoir un long entretien. À l'ordre du jour de ce sommet imprévu, la relance de la détente, gravement menacée par la crise de l'Afghanistan. Le président français est arrivé cet après-midi en Pologne. Monsieur Brejnev le rejoindra dans la soirée. Il est arrivé, je crois, il y a quelques minutes dans la capitale polonaise. Et ce sera la première rencontre entre le numéro 1 soviétique et un chef d'État occidental depuis le coup de Kaboul à la fin de l'année dernière. Et M. Gierek, le numéro 1 polonais, assistera sans doute à ces entretiens. Cette rencontre a été entourée d'un certain mystère, on en parlait depuis vendredi soir, mais la nouvelle n'a été officiellement confirmée que cet après-midi, au moment où les deux hommes d'État s'apprêtaient à prendre l'avion. Comment les conversations vont-elles se dérouler? Nous retrouvons à Varsovie Patrice Duhamel. 18h, l'aéroport militaire de Varsovie. Le président Giscard d'Estaing est accueilli par le numéro 1 polonais, Édouard Gierek. Le protocole est réduit au minimum. Le chef de l'État vient en effet participer à un sommet de travail. Il ne s'agit pas d'une visite officielle. Accompagné du premier responsable polonais, il se rend immédiatement dans l'une des résidences réservées aux hôtes de marque près de Varsovie, où il passera la nuit. Une heure plus tard, à 19h, il y a quelques instants, c'est Léonid Brejnev que vient accueillir Édouard Gierek. Même accueil simple et dépouillé, même absence de protocole. À noter que le numéro 1 soviétique apparaît en assez bonne forme physique. Alors ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'un épais mystère continue d'entourer ce grand rendez-vous diplomatique. Dans les minutes qui suivent, il est vraisemblable que le chef de l'État dînera en compagnie d'Édouard Gierek. Et un premier contact ce soir avec Léonid Brejnev n'est pas exclu, mais c'est sans doute seulement demain matin à 10h que s'engageront officiellement les premières discussions. Tout cela cependant doit être avancé au conditionnel. En revanche, les thèmes à l'ordre du jour de ce sommet peuvent être évoqués avec plus de certitude. Éliminer les foyers de tension, avec bien sûr en priorité l'Afghanistan, éviter le retour à la guerre froide, maintenir le dialogue Est-Ouest, tels seront, sauf surprise, les objectifs de ce sommet de Varsovie. Depuis 5 mois, depuis l'aggravation de la situation internationale, la France, tout en condamnant sévèrement et avec vigueur l'intervention soviétique en Afghanistan, tout en jugeant, on le sait, inacceptable le coup de Kaboul, la France n'a cessé de réaffirmer son attachement à la détente. Résultat, dans le camp occidental, le président Giscard d'Estaing apparaît aujourd'hui comme l'interlocuteur le plus crédible des soviétiques. Voilà pourquoi ces conversations de Varsovie sont attendues dans la capitale polonaise avec un grand intérêt et une certaine gravité en raison de la situation internationale. Varsovie, TF1. Deux questions, Gérard Saint-Paul. Pourquoi cette réunion, d'une part, et d'autre part, que peut-on en attendre? Bien, si vous voulez bien, l'idée de départ a été celle-ci. Le président Giscard d'Estaing connaît bien Léonid Brejnev, qui s'est beaucoup informé de la position de la France ces derniers temps. Le numéro 1 polonais, Édouard Gierek, est le dirigeant de l'Est qui est sans doute le plus proche de Léonid Brejnev. Et pour convaincre le président de la République d'accepter non pas tout à fait un sommet, mais une conversation avec Brejnev, Édouard Gierek, lui-même très inquiet de la situation internationale, a dit ceci. Plus les soviétiques s'enferment dans leur silence, en restant coupés de tout contact occidental réel, plus la tension mondiale risque de s'aggraver et de devenir dangereuse. Or, il est clair qu'il n'y aura pas de véritable dialogue entre Washington et Moscou avant les élections américaines. Pour l'instant, on l'a bien vu à Vienne, c'est un dialogue de sourds. Mais en revanche, y a-t-il un risque de rupture de la solidarité occidentale? Eh bien, avant de se rendre à cette conversation, le président Giscard d'Estaing a envoyé des messages écrits au président Carter et à Madame Thatcher. Helmut Schmidt l'a appelé au téléphone ce matin même, et au fond, l'URSS, à la différence de l'Allemagne par exemple, avec Berlin, n'a pas de prise sur la France. Le président de la République souhaite simplement recentrer la discussion Est-Ouest qui, à son avis, déraille, sans faire de compromis sur l'Afghanistan, et en disant notamment aux soviétiques qu'ils font fausse route. Varsovie, ce sera l'heure de vérité entre les présidents Giscard d'Estaing et Brejnev. Voilà, et aux États-Unis maintenant, eh bien, la nouvelle a été accueillie bien sûr avec une certaine irritation. Le Washington Post, par exemple, estime que cette rencontre polonaise affaiblira la solidarité des alliés atlantiques. Une correspondance de notre envoyé spécial Régis Faucon.
a ouvert une nouvelle brèche dans la solidarité occidentale, déclare sans nuance le Washington Post, reprenant un vieux refrain bien connu ici, mais qui ne reflète pas exactement la position officielle. La Maison-Blanche n'a pas encore réagi. On peut penser qu'elle marquera sa surprise, voire une certaine irritation devant cette nouvelle manifestation d'indépendance de la part de la France, accusée de faire trop souvent cavalier seul. Pourtant, il est prématuré d'affirmer que cela va entraîner un nouveau raidissement dans les rapports délicats entre les deux pays, comme certains le redoutent et l'annoncent déjà. Après tout, Washington ne peut pas oublier qu'en maintenant le dialogue avec l'Union soviétique et au plus haut niveau, la France sert les intérêts de tous les alliés, américains y compris, bien sûr. Régis Faucon, TF1, New York. En revanche, réaction très favorable du Parti communiste français après l'annonce de cette prochaine rencontre franco-soviétique. Pour le secrétaire général du Parti communiste français, cette rencontre est une bonne chose. Si la France peut apporter une contribution positive, nous nous en félicitons. Georges Marchais, au micro de Florence Schall. Nous estimons que la France se devrait plutôt, de jouer un rôle tout à fait particulier, c'est-à-dire d'être à l'initiative dans tous les domaines où elle peut le faire, pour résoudre les conflits en cours, contribuer, si je puis dire, à résoudre les conflits en cours, pour faire avancer la cause du désarmement, la cause de la coopération internationale. Je suis toujours satisfait quand les chefs d'État se rencontrent, quand ils discutent et surtout quand ils aboutissent. Si on veut le retrait des troupes soviétiques, il faut une solution au problème afghan. Si la France, si le président Giscard d'Estaing est pour le retrait des troupes soviétiques, eh bien, il devrait soutenir une proposition qui permet d'aller dans cette voie. La nouvelle de la rencontre Léonid Brejnev-Valéry Giscard d'Estaing a surpris les ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne réunis à Naples durant ce week-end. C'est le ministre français, M. Jean-François Poncet, qui leur a donné l'information. Il n'y a pas eu de commentaire officiel, mais les observateurs qui suivaient la conférence ont pu constater que certains partenaires de la France étaient irrités par la perspective de ce sommet imprévu. Mais tout cela n'a pas empêché les 9 ministres de tomber d'accord sur des sanctions économiques contre l'Iran. La communauté européenne décrète l'embargo sur toutes les exportations vers l'Iran, à l'exception des produits alimentaires et pharmaceutiques. Tous les contrats signés avec l'Iran depuis le 4 novembre dernier, c'est-à-dire depuis le jour de la prise d'otage à l'ambassade, tous ces contrats donc sont suspendus. Les 9 ministres ont également abordé, au cours de cette réunion de Naples, le problème de la crise du Proche-Orient. Et justement, il y a quelques heures, M. Yasser Arafat lançait un avertissement à l'Europe. Invité du club de la presse d'Europe 1, le chef de l'OLP vient de déclarer « Vous ne voyez qu'Israël, la stabilité d'Israël, le niveau de vie d'Israël, et si cette politique continue, vous la paierez très cher. » Fin de citation. On connaît maintenant le visage des hommes qui ont pris le pouvoir en Ouganda. En principe, il n'y a pas d'homme fort ou de président. C'est un collectif largement dominé par les militaires qui contrôlent la situation à Kampala. Notre envoyé spécial, Jean-Loup Demigneux, assistait à leur première apparition publique. C'est en fait une véritable junte qui a pris le pouvoir en Ouganda, réservant leur première apparition publique aux hauts fonctionnaires pour les rassurer et surtout pour se les attacher. Ces 5 hommes sont d'origine ethnique différente, ils ont des positions politiques connues différentes. Leur seul point commun est qu'à des degrés divers, ils disposent chacun d'une armée. Tel civil en chemise kaki à son armée privée, tel militaire et chef de l'armée ougandaise, tel autre à sa petite armée de 10 000 hommes à lui. Depuis 13 mois qu'Idi Amin a été renversé, disent-ils, le pays n'a pas connu la vraie paix. Le peuple n'a pas recueilli les fruits de sa liberté retrouvée. Jamais il n'a été aussi difficile de se nourrir, de s'habiller. Pourquoi? Parce que Binaïssa, le président renversé la semaine dernière, était un escroc. Sa seule idéologie, disent-ils, idéologie politique, était la corruption. Cela doit se terminer. Que Binaïssa reste à la présidence, en résidence surveillée. Et nous, depuis cet hôtel du centre de la ville, un hôtel construit à l'occasion de la conférence de l'OUA qu'Idi Amin avait organisée il y a 5 ans, nous allons gouverner le pays. 3 choses sont urgentes. Rétablir la loi et l'ordre, ramener sur le marché un certain nombre de produits de base qui ont complètement disparu, sucre, farine, lait ou œufs, afin que le peuple puisse avoir du pain. Ensuite, il nous restera à organiser des élections. Mais d'abord, il faut faire respecter la loi et l'ordre.
De fait, par une coïncidence qui n'est sans doute pas fortuite, les règlements de compte qui s'étaient depuis 13 mois généralisés à Kampala et dans le reste de l'Ouganda, toutes les nuits on entendait des mitraillades, des coups de feu. Ces règlements de compte ont complètement cessé depuis que la junte est au pouvoir depuis le début de la semaine. Pour ce qui est de la population de l'Ouganda et de Kampala, elle est complètement indifférente. Elle est occupée depuis 13 mois par une armée de 10 000 hommes, une armée tanzanienne, étrangère. Et en plus, elle a déjà connu le président Loulé, le président Binaïssa, maintenant une junte. Avant, c'était Amin. Pour elle, depuis 10 ans, de toute façon, la situation n'est guère plus enviable. Jean-Loup Demigneux, TF1, Kampala. À l'étranger, toujours, mais en Europe, maintenant, les Autrichiens ont réélu leur président. M. Kirchlager a été réélu président de la République avec 79,9% des suffrages exprimés. Et puis en Belgique, le Premier ministre, M. Wilfried Martens, a été reçu aujourd'hui par le roi Baudouin. M. Martens a en effet réussi à constituer son équipe gouvernementale. Elle comprend des chrétiens sociaux, des socialistes et des libéraux. Une alliance qui devrait pouvoir compter sur une large majorité parlementaire. Après-demain, les électeurs du Québec vont se prononcer dans le cadre d'un référendum et le projet qui leur est soumis a été baptisé « Souveraineté Association ». Ce texte prévoit en effet la souveraineté politique du Québec assortie d'une association économique avec le Canada. D'après les sondages, l'issue du scrutin pourrait être extrêmement serrée. Notre correspondant Robert Cézé a suivi cette campagne électorale dont il nous présente l'enjeu. René Lévesque a tenu sa promesse. Élu en novembre 1976, il devait faire un référendum avant le terme de son mandat. Il aura lieu le 20 mai. Le gouvernement de la province demande à l'électorat québécois un mandat pour négocier avec le gouvernement fédéral la souveraineté association. Si le oui passe, il y aura un deuxième référendum pour ou contre cette souveraineté association. Entre ces deux référendums, une élection provinciale. Si René Lévesque est réélu, c'est son gouvernement qui présentera le deuxième référendum. Si les libéraux l'emportent, c'est l'opposition qui aura la charge de négocier cette souveraineté association qu'elle combat actuellement. C'est peu de mots pour expliquer une situation compliquée. À la veille de ce référendum, les sondages n'indiquent pas nettement une tendance. En revanche, le nombre des indécis s'accroît. La campagne s'intensifie et partout fleurissent au Québec les affiches du oui et du non. Les deux chefs de parti, Claude Ryan, libéral pour le non, aussi bien que René Lévesque pour le oui, parcourent la province. À Montréal, René Lévesque déclarait il y a quelques jours à des partisans du oui. On va débloquer ça, voici la direction que nous voulons avoir, qui est celle de l'égalité entre deux peuples. Et à ce moment-là, ce mandat-là, il sera suprême. Moi, je trouve qu'on est en train de donner, et de donner à beaucoup d'autres en dehors du Québec, le plus bel exemple de ce que c'est à la fois que la démocratie politique et aussi une énorme promesse de démocratie sociale et fraternelle. Alors, bonne chance jusqu'au 20 mai, puis tenons-nous debout, puis on va l'avoir. Les Québécois devront répondre le 20 mai par un oui ou par un non à cette question. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir un pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par un référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Oui ou non, quelle que soit la réponse, une chose est certaine. À moyen terme, il faudra qu'il y ait une réforme de la Constitution canadienne. Elle est demandée depuis longtemps par les provinces de l'Ouest. De toute façon, les choses ne seront plus tout à fait les mêmes au Québec, ni d'ailleurs au Canada, après ce référendum du 20 mai. Robert Cézé, TF1, Montréal. Immense mobilisation anti-américaine à Cuba. Plusieurs millions de personnes ont participé à la marche du peuple combattant. Une manifestation de masse organisée par les autorités pour dénoncer la politique américaine. Les dirigeants de la Havane accusent en effet les États-Unis d'inciter les Cubains à fuir le pays. D'autre part, la CIA est accusée d'être à l'origine des épidémies qui affectent la canne à sucre et le tabac dans l'île. Très violents affrontements raciaux qui ont fait 8 morts et une cinquantaine de blessés à Miami. À l'origine des violences, la mort d'un jeune noir qui a succombé à des brutalités policières.
les policiers accusés de ces brutalités ont été acquittés par un tribunal. Et c'est à ce moment-là que les troubles ont éclaté dans toute la ville. Enfin en Chine, journée de deuil national hier en l'honneur du président Liu Shaoqi. Il avait été limogé en 1968. On l'accusait à l'époque d'être le Khrouchtchev chinois. Le président Liu Shaoqi a été, vous le voyez, spectaculairement réhabilité. Dans un mois, jour pour jour, ce sera le 40e anniversaire de l'appel du 18 juin. Et afin de préparer cette commémoration, les Français libres ont réuni, comme chaque année, le congrès de leur association. Et pour marquer cet anniversaire, les Français libres ont voulu cette année réunir leur congrès à Londres. 1200 personnes se sont retrouvées dans la capitale britannique, que certains n'avaient pas revues depuis les années de combat. Un reportage de Jean-Pierre Abou. 17 juin 1940, Winston Churchill déclarait « Ce soir, les nouvelles de France sont très mauvaises et mon cœur saigne pour le courageux peuple français qui est tombé dans ce terrible malheur. » Le lendemain, le 18 juin, le général de Gaulle lançait à la BBC un appel à la France combattante. Pour participer au 40e anniversaire de cet appel, la Marine nationale avait envoyé la semaine dernière dans le port de Londres la corvette Aconite qui participa à la bataille de l'Atlantique. Cette année, 1200 anciens de la France libre sont venus à Londres pour le 36e congrès de leur association. Ils ont ainsi voulu marquer d'une façon exceptionnelle leur reconnaissance au peuple britannique. À l'occasion de cet anniversaire, le lycée français de Londres a été baptisé lycée Charles de Gaulle. Ce lycée accueille 5000 élèves britanniques et français. Un homme qui nous a donné la liberté. Vous êtes contente que votre lycée s'appelle le lycée Général de Gaulle maintenant à Londres? Oui, c'est plus français. Le 18 juin 1940, ça vous rappelle quelque chose? C'est la date à laquelle le général de Gaulle a demandé aux Français libres de le rejoindre en Angleterre. Avec beaucoup d'émotion, les anciens de la France libre se sont rendus en pèlerinage à Carlton's Gardens, l'ancien quartier général de la France libre. C'est dans cet immeuble que le général de Gaulle rédigea l'appel du 18 juin et constitua le gouvernement provisoire. Je crois que j'étais un des premiers officiers français détachés auprès de l'armée britannique, où je me suis appelé Tonmer, Captain Tonmer, et ma première décoration, ce qui est quelque chose de pour moi d'extraordinaire, j'ai eu la Military Cross. Nous avons participé aux opérations sur la Conite, au débarquement en Normandie. Je suis un de ceux qui ont commencé de fonder les prémices du Vercors. Le contre-espionnage allemand m'a arrêté. Je suis resté 6 mois en prison à Bordeaux et après je suis parti à Buchenwald. J'ai fait 16 mois de mine de sel à 400 mètres au fond. Je suis revenu, j'ai pesé 40 kilos. Ici, dans le carré français du cimetière de Brookwood, sont enterrés 200 anciens de la France libre, morts au combat. Demain, toujours des averses orageuses sur le sud-est, quelques chutes de pluie également sur l'Aquitaine, mais sur le reste de la France, du beau temps, en dépit de quelques passages nuageux. Au Grand Prix de Monte-Carlo, la déception a été d'autant plus amère aujourd'hui que Didier Pironi paraissait assuré de remporter la victoire. Arrivé en tête aux 2 séances d'essai, Saligier prenait le départ en première ligne. Tous les atouts étaient de son côté, à l'exception d'un seul qui lui a fait défaut, la chance. Alain Escoubet. 15h30 à Monaco, le tour de chauffe est effectué, les 20 voitures s'élancent pour 76 tours de circuit. Et quelques secondes plus tard, c'est l'invraisemblable carambolage. Regardez et songez qu'en dépit de ce que vous allez voir, il n'y aura aucun blessé. À l'origine de ce carambolage, la tyrelle rouge et bleue de l'Irlandais Derek Daly qui s'envole littéralement au-dessus d'abord de la voiture d'Alain Prost, qui devra bien sûr s'arrêter par la suite, puis qui frôle la tête du pilote de l'autre tyrelle, Jean-Pierre Jarier, spectaculaire et effrayant, et pourtant, je vous l'ai dit, aucun blessé. 5 voitures immobilisées, mais devant les favoris sont passés, dont Didier Pironi et sa Ligier, Jones et sa Williams, Lafitte et l'autre Ligier, Reutemann et l'autre Williams. Un duel à 4 s'engage alors pendant 24 tours, duel dont la première victime sera l'Australien Alan Jones, boîte hors d'usage.
Du coup, et enfin, Didier Pironi peut respirer. Depuis le départ, Jones ne l'avait pas quitté d'un centimètre, Reutemann et Lafitte étaient nettement plus loin derrière, sa voiture marchait bien, et pour tout le monde, dès lors, il allait vers la victoire. Et puis tout à coup, la Ligier émerge avec la roue avant gauche brisée. Une plaque d'huile dont Arnoux sera victime quelques instants plus tard au même endroit oblige Pironi à l'abandon. Il reste 20 tours à courir. Dès lors, Reutemann, l'Argentin, prend la tête pour ne plus la quitter. Lafitte termine deuxième après d'1 minute. Nelson Piquet est troisième à quelques mètres du seul Français, ayant terminé la course sur les 7 au départ. En tout cas, après cette course, René Arnoux a perdu sa première place au championnat du monde des conducteurs. Il est devancé maintenant par le Brésilien Nelson Piquet, qui a fait la bonne opération de la journée, qui mène donc avec 22 points, devant Arnoux deuxième à 1 point, Alan Jones troisième à 2 points, et Pironi quatrième, qui conserve donc ses 17 points. Je vous parlerai tout à l'heure du match de rugby qui opposait l'Union soviétique à la France, mais sachez dès à présent que la finale du Challenge Yves du Manoir opposera Bayonne, vainqueur d'Angoulême 18-6, à Béziers, qui a battu Groslay 28-10. Béziers paraît donc bien parti pour un probable doublé. Légère déception au championnat d'Europe de judo à Vienne. Les deux Français engagés aujourd'hui n'ont obtenu l'un qu'une médaille d'argent et l'autre qu'une médaille de bronze, ce qui bien sûr n'est déjà pas mal, mais comme nous on est chauvin. Enfin, bravo tout de même à Angelo Parisi, qui va se faire faucher ici par son vainqueur le Belge Van de Waal. Et bravo à Thierry Ray pour ce qui est, grâce à lui, la 4e médaille française de ces championnats d'Europe. Monsieur Bordeaux-Paris, c'est lui, Herman van Springel, le Belge, vainqueur pour la 6e fois d'une épreuve que l'on dit inhumaine, mais qu'il gagne à chaque reprise, les mains dans les poches. Cela étant, la course n'aura pas été passionnante. Après une nuit calme, les coureurs ont suivi leur traditionnel dernier, des cyclomoteurs tout modernes, et Van Springel s'est détaché dans la matinée en compagnie du Français Roland Berland, qui devait décrocher par la suite. Berland est néanmoins deuxième à 14 minutes 30 du vainqueur, tandis qu'au Giro, le Tour d'Italie, 3e étape et 3e victoire pour Giuseppe Saroni, le campionissimo chéri des Italiens, qui a décidé, semble-t-il, d'avoir Hinault à l'Esbrough, lequel Hinault n'en fait aucun complexe puisqu'il a fini dans le peloton et dans le même temps. Pas de changement au classement général, Moser est toujours maillot rose. Voici le plus bel essai du match URSS France de rugby qui se déroulait aujourd'hui à Moscou. Essai marqué par Pellicia après une percée de 30 mètres de Bianco, suivie par Bertrand, et victoire logique de la France par 18-7. À travers les rues de la capitale et maintenant place de la Concorde, le vainqueur du 6e marathon de Paris, placé sous le signe de l'année du patrimoine. Il s'agit de Sylvain Cacciatore, un Français, un spécialiste du 10 000 mètres venu d'Aix-les-Bains, premier devant l'Italien Durante et le Français Marquet en près de 2h30. Voici Marquet. Un tiercé incident aujourd'hui à Longchamp. Oni Diou, qui avait pris l'avantage, s'arrête brusquement victime d'un claquage, puis Amarante bouscule 2 de ses amis pouliches et est distancé de la 2e place. Si bien que le tiercé final est le 14, Une Vivandière, le 8, Queen's Mystery et le 4, Alcool, ça s'arrose. Un tiercé qui rapporte 4 702 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre et 940 francs 50 pour 5 francs dans un ordre différent. En Italie, le verdict est tombé sur les joueurs de football impliqués dans l'affaire des paris clandestins. Il fait mal. Paolo Rossi, la grande vedette italienne, a été condamné à 3 ans de suspension. Le Milan AC est rétrogradé en 2e division. L'ex-gardien international Albertozzi est radié à vie. Carrière brisée, vie gâchée pour quelques millions de lire de plus. Et puis aujourd'hui à Cannes, à la limite du sport et du spectacle, une impressionnante démonstration de karaté ce matin sur la Croisette. Vedette de la démonstration, Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Il se lance maintenant dans le cinéma avec un premier film, Force One. Chuck Norris cherche à relancer la tradition des films de Bruce Lee. Enfin, c'était hier et aujourd'hui dans la région d'Amiens les finales de ce que certains considèrent comme un sport et d'autres comme un massacre. Le championnat de tir au pigeon vivant. Demi-finale du championnat de France, finale du championnat de Belgique car le tir au pigeon vivant est désormais interdit sur le territoire belge. Dans certains milieux sportifs et chez les militants écologistes, on a violemment dénoncé ce championnat en faisant remarquer par exemple qu'en une seule journée, 150 tireurs peuvent abattre 1 millier de pigeons.
Maurice Olivari a assisté à ces championnats et aux manifestations de protestation qu'ils ont provoquées. À vous de juger. 9 sur 10 de ces pigeons sont condamnés à mort. Ils ont été élevés pour finir ici, sagement alignés au pied des parois de ce tunnel. Mais la règle du jeu veut qu'à l'instant de la mort, ils soient les plus vifs, les plus agiles possibles. Alors on leur enlève quelques plumes pour les réveiller, on les enferme dans une petite boîte blanche et un jet d'air comprimé les expédie à la surface au moment de l'ouverture de la boîte. Quelques instants plus tard, le même pigeon redescend dans le tunnel. Entre-temps, voici ce qui s'est passé. Regardez bien la boîte blanche. Elle s'ouvre, le pigeon s'envole mais retombe aussitôt. Et la boîte se referme sur un nouvel animal. Un fusil, 2 cartouches et un terrain circulaire bien délimité. Au milieu, 5 boîtes blanches contenant 5 pigeons. Au signal donné par le tireur, un assistant actionne la télécommande et une seule de ces 5 boîtes laisse échapper l'animal. L'homme dispose alors de 2 coups pour tuer le pigeon dans les limites du champ de tir. Si ces hommes et ces femmes ont choisi ce style de tir, c'est, disent-ils, que le pigeon vivant est beaucoup plus difficile à atteindre qu'un simple plateau d'argile. Autrement dit, c'est par amour de la performance sportive. Et quand on leur demande si ce jeu n'est pas finalement qu'un jeu de massacre, voici quelques-unes des réponses obtenues. On ne peut pas dire que c'est un pigeon, c'est un oiseau qui est élevé pour être tiré et pour être mangé plus tard. C'est condamné Condamné. Quand ils sont tués, et quand ils sont manqués, ils ont la liberté. C'est tout. Pour vous, c'est pas un massacre? Oh, pas du tout. Aimez-vous la pintade? Oui. Oui. Savez-vous comment on prépare les pintades? On les pend. Hein, de manière à ce qu'elles gardent tout leur sang pour les manger. On ne m'en a jamais offert, mais si on m'en offrait, j'en mangerais. Les ortolans. Savez-vous comment on élève les ortolans? Eh bien, on les aveugle à la naissance pour qu'ils deviennent plus gras. On leur crève les yeux. Je viens pas dire que j'approuve. Bref, ils ne demandent pas qu'on aime le tir au pigeon vivant, mais qu'on les laisse pratiquer leur sport. Ce à quoi leurs adversaires répondent qu'on ne leur demande pas à eux d'aimer les animaux, mais simplement de leur foutre la paix. C'est dit. François Lanzenberg présentera le dernier journal ce soir à 23 h. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci de votre attention.